Chers élèves, en grammaire, il y a deux très gros chapitres qu'à mon avis, en tout cas à notre avis au cours CEVAL, il ne faut pas mélanger. Le chapitre sur les natures de mots, qu'on appelle également catégorie grammaticale ou classe grammaticale. Ça dépend des périodes. Quand j'étais petite, on appelait ça nature de mots. Désormais, on appelle plutôt ça catégorie grammaticale. Dans un sujet du brevet, à la fin de la troisième, l'examen qui est à la fin de la troisième, à la fin du collège, on va vous demander la catégorie grammaticale. C'est pareil, hein. Catégorie grammaticale ou nature de mots, c'est la même chose. C'est tout un chapitre. C'est être capable de dire ce mot-là, c'est quoi? C'est un verbe? C'est un nom? C'est un adjectif? C'est un adverbe? C'est une préposition? C'est une conjonction de coordination ou de subordination? C'est un pronom? Etc., etc., etc. Ça, c'est un gros chapitre. Et nous allons traiter une leçon de ce chapitre aujourd'hui, le nom, qui peut être propre ou commun. Je vais vous expliquer la différence et pourquoi on appelle l'un comme ci, pourquoi on appelle l'un, l'autre comme cela. Il y a un autre gros chapitre qui sont les fonctions grammaticales. Les fonctions, c'est ce que l'on fait. Ma fonction dans une entreprise, c'est d'être la secrétaire, c'est d'être la directrice, c'est d'être le correcteur des évaluations qu'on nous envoie au cours CEVAL, c'est d'être le concepteur, le rédacteur de cours. Vous voyez, chacun a une fonction, fait quelque chose. Alors au cours CEVAL, on est quand même beaucoup multifonction, et d'ailleurs tant mieux. C'est pas seulement parce que c'est une petite entreprise familiale, c'est aussi un état d'esprit. On n'aime pas qu'une personne humaine soit cantonnée à une seule fonction. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, les fonctions grammaticales, c'est ce mot ou ce groupe de mots dans la phrase, quel rôle il a. Et ça va être donc la fonction sujet, la fonction COD, complément d'objet direct, la fonction COI, complément d'objet indirect, la fonction attribut du sujet, la fonction complément circonstanciel, de lieu, de manière, d'accompagnement. Voilà, il y a tout un tas de fonctions et c'est tout un chapitre à part. Et chez nous au cours CEVAL, on ne mélange pas une leçon sur une catégorie grammaticale ou une nature de mots et puis tout à coup une leçon sur les fonctions. Parce que sinon, dans la tête, dans notre tête, ça fait un affreux mélange. Et il faut que nous fassions un gros travail de séparation et de rangement nous-mêmes, un peu comme quand on est face à une salle de jeu. On a bien joué, il y a des jeux partout, il y a des duplos, il y a des Lego, il y a des livres, il y a du matériel pour faire du dessin ou de la peinture, tout est là par terre, il y a des petites voitures, il y a des circuits, il y a des poupées, il y a la marchande. C'est un immense bazar et il nous appartient de ranger et de dire ah, ça c'est les duplos, ça va dans la caisse à duplos. Ça c'est les caplas, ça va dans la caisse à caplas. Ça c'est les clipots, ça va dans la caisse à clipots. Ça fait partie de la marchande, ça va dans la marchande. Ça c'est les vêtements, le lien du bébé, du poupon, hop, ça va dans cette tête. Voilà. Si possible, on préfère, nous au cours CEVAL, vous faciliter le rangement et que vous n'ayez qu'à ouvrir l'armoire fonction grammaticale pour aller revoir c'est quoi la fonction sujet, c'est quoi la fonction COD, c'est quoi la fonction complément circonstanciel et qu'est-ce qui existe comme complément circonstanciel. Ah oui, je me souviens. Je referme la porte de mon armoire, c'est bien rangé dans ma tête. J'ouvre la porte de cette armoire parce qu'on me le demande le jour de l'examen du brevet ou lors d'un exercice que vous donne votre parent à faire ou que vous donne un professeur ou une maîtresse ou un maître à faire. J'ouvre dans ma tête l'armoire nature de mots, catégorie grammaticale. Et je cherche, c'est quoi ça comme mot? Une conjonction, une préposition, un nom propre, un verbe, etc. Je retrouve, c'est ça, c'est bien rangé dans ma mémoire, je referme mon armoire, catégorie grammaticale. On essaie de vous simplifier les choses au maximum et de vous ranger les choses au maximum pour que vous ne vous emmêliez pas les pinceaux et que vous ne soyez pas découragés face à cet immense parterre de jouets grammaticaux
qui existent. Oui, ça peut être très très amusant de jouer avec la grammaire, je vous assure. Donc voilà, aujourd'hui, une leçon dans... On ouvre la porte du placard mental, catégorie grammaticale ou nature de mots, une leçon sur le nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Et d'abord, pourquoi on appelle ça un nom? Et pourquoi ça s'écrit avec un M? Pourquoi ça s'écrit un homme? Hein? N-O-M, ça fait nom, non? En tout cas, ma petite fille de 4 ans, qui est en train d'apprendre à associer les lettres entre elles et à comprendre que ça forme un mot, si on lui écrit comme ça en majuscule, parce qu'elle a 4 ans, donc elle ne peut pas lire en écriture cursive attachée, si on lui met un N, elle va dire c'est un N, ça fait N. C'est un O, ça fait no, O, no. Et que je lui fais ce coup-là, et que je mets un M, qu'est-ce qu'elle lit? Elle dit, c'est un M, ça fait nom. Elle va pas me dire c'est un nom, hein, elle va me dire c'est un homme. Eh bien oui, parce que figurez-vous que la première chose, quand on est maman, ou nounou, ou puéricultrice en crèche, une des premières choses que l'on fait avec les tout petits enfants, avec les bébés, c'est de leur apprendre à nommer le monde. Vous voyez? C'est aussi dans les récits de création bibliques, mayas, perses, le récit de Gilgamesh. C'est aussi ce que font les... c'est ce que fait Dieu, par exemple, dans la Genèse, dans la Bible. Il nomme les choses. Il crée les choses, puis il les nomme. Le ciel, la terre. Les animaux, avec chacun leur nom. Les hommes, avec l'homme, puis la femme. Et puis ensuite, il nomme chacun des premiers êtres vivants qu'il a créés. Il leur donne un nom propre, c'est-à-dire, c'est pas du tout le contraire de ça, c'est un nom qui va leur être propre, qui va leur appartenir à eux. Et le premier homme dans la Bible, il s'appelle, son nom propre, c'est Adam. La première femme dans la Bible, son nom, c'est Ève. C'est un nom qui va lui être propre. Par la suite, comme l'humanité va se développer et qu'il va y avoir, désormais on en est rendu à des milliards de personnes qui vivent sur Terre, et puis il ne faut pas oublier tous ceux qui ont déjà vécu avant nous, eh bien il y a une quantité phénoménale de gens qui s'appellent Adam, et une quantité phénoménale de gens qui s'appellent Ève. Donc le nom propre, désormais, n'est plus propre à une seule personne. Mais à l'origine, c'était ça, c'était nommer un humain avec un nom particulier qui lui est propre, qui lui est personnel. C'est ça un nom propre. Donc un nom propre, c'est un nom de famille. Sébal. C'est un prénom. Dominique, Anna, Camille, Priscilla, Joséphine, Gabriel, Balthazar, Adam, Anthony, etc. Vous voyez? Ça, ce sont des noms propres. C'est aussi les noms des pays, des continents, des mers. La France, l'Angleterre, l'Espagne. Tenez, je vous montre sur une carte d'Europe. Vous voyez, la France, nous on est là en vert. La France, c'est un nom propre. C'est quoi ce pays-là? Ce pays particulier-là, c'est la France. Et on mettra une majuscule. Tous les noms propres, on met une majuscule. France avec une majuscule. À côté, le pays voisin, là, quand on franchit cette grande montagne qui nous sert de frontière, les Pyrénées, on arrive en Espagne. Vous voyez? Et puis, si on va un petit peu plus à l'ouest, on arrive au Portugal. Et puis, si on a envie de franchir le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire ce petit bout entre deux terres, qui est si étroit qu'on appelle ça un détroit, pour pouvoir aller rendre visite à sa famille au Maroc, ou pour pouvoir visiter ce pays. Et bien hop, vous voyez, on arrive dans un pays qui a une identité propre, qui s'appelle le Maroc. À côté, il y a un autre pays, qui a des ressemblances et des différences, mais qui a une identité propre et qui s'appelle l'Algérie. À côté encore, il y a la Tunisie. À côté encore, il y a la Libye, puis l'Égypte, etc. Vous voyez, tous les noms de géographie qui disent « ce pays s'appelle ainsi »
ce continent s'appelle ainsi, cette mer ou cet océan s'appelle ainsi, ce département à l'intérieur d'un pays ou cette région s'appelle ainsi, eh bien, on appelle ça des noms propres et on leur met une majuscule. Nom propre. Donc, majuscule. Je vais mettre ma majuscule en vert. En vert. Des exemples de noms propres, Anna, pour voir si tu as suivi. Marcel. Marcel. Marcel ou Marseille? Les deux. Les deux. Marcel. Voilà. Majuscule, c'est un nom propre. Il y a des milliers de Marcel, il y a eu des milliers de Marcel, mais l'idée est qu'au moment de la naissance de ce petit Marcel, on lui donne un nom à lui, pour le différencier de son papa, de sa maman, ou au contraire pour faire un lien aussi parfois avec son papa ou sa maman. Peut-être que parfois son papa s'appelle Marcel, ou son grand-père s'appelle Marcel, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'appeler comme ceci, en référence à la filiation, au lien de parenté, ou au contraire, on a voulu lui donner un nom qui va vraiment le rendre unique dans la famille et qui est Marcel. Il n'y a pas d'autre Marcel pour le moment dans la famille. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Si c'est une fille, Marcel, hop, comme ceci. Bien. La ville de Marseille, voilà, il y a une grande ville qui s'est créée il y a fort longtemps. Et cette grande ville, on a choisi de la nommer de manière particulière. C'est pas n'importe quoi, c'est une ville bien spécifique, à un endroit bien spécifique, et il n'y a pas de Marseille. Alors là, pour le coup, il n'y en a pas deux. C'est Marseille. Hop. Et comme c'est un nom propre, c'est vraiment, on insiste sur la singularité, c'est-à-dire la particularité, le fait que ce soit unique de ce nom, on lui met une majuscule, pour l'honorer un peu. Une majuscule, c'est une lettre qui est plus grande que les autres, que les lettres minuscules, on est bien d'accord. Ça, c'est des minuscules. Ça, c'est une majuscule. C'est une lettre plus grande. Majuscule, major en latin, plus grand. Un major dans l'armée ou chez les pompiers. Un major, c'est déjà quelqu'un de gradé dans la hiérarchie. Majuscule. Le nom commun, lui, on ne lui met pas de majuscule. Parce qu'il fait référence à toute une communauté d'objets, d'animaux, d'idées qui sont quasiment infinies. Donc on va apprendre au petit bébé à les nommer, à identifier ce que c'est qu'une chaise par exemple, et il existe différents modèles de chaises, plus ou moins confortables, plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Pensez au conte c'est Boucle d'Or, qui va s'asseoir sur la grande chaise de Papa Ours, la moyenne chaise toute moelleuse ou toute bancale, ça dépend des versions. Moi j'aime mieux la version moelleuse de Maman Ours, et sur la petite chaise de Bébé Ours qui sera pile poil comme il faut, et qu'elle va casser, ce qui n'est pas bien. Je vous recommande d'ailleurs de lire les contes de Roald Dahl, l'auteur de Charlie, la chocolaterie, Mathilda, le grand ascenseur de verre, etc. Il a réécrit les contes traditionnels, dont Boucle d'Or, en disant quand même, Boucle d'Or, c'est une sacrée petite peste. Donc si vous avez envie de lire une version un peu différente de Boucle d'Or, et que vous avez l'âge de le faire, à partir du CE2, CM1, en fonction de votre niveau de lecture, faites-le. Ou alors, allez, demandez-nous au cours Cébal, on a des enregistrements pour tous les enfants qui ne savent pas très très bien lire, ou qui n'aiment pas beaucoup lire, ou qui sont dyslexiques, donc qui ont une vraie difficulté par rapport à la lecture, et qui pour autant souhaitent avoir accès à des textes littéraires non simplifiés. Voilà, des beaux textes littéraires. Demandez-nous, on va vous envoyer l'extrait audio enregistré, et puis vous pourrez écouter la version de Roald Dahl. Bon bref. Il existe différentes sortes de chaises, mais enfin une chaise est une chaise, et on apprend au bébé ou au jeune enfant à la reconnaître. Et on apprend du coup à l'enfant à dire « Ah, qu'est-ce qui est commun à l'objet chaise ? C'est que ça sert à s'asseoir, ça a un pied ou plusieurs pieds, ça a des roulettes pour les chaises de bureau ou pas, c'est en plastique pour les chaises de jardin, ou ça va être en bois pour les chaises d'intérieur, c'est plus ou moins beau, mais en tout cas, voilà, on essaye de trouver les caractéristiques communes qui font que c'est une chaise. On essaye de trouver les caractéristiques communes d'un objet ou d'un lieu
ou d'un animal, on nomme le monde, d'où le M, de nom commun, de nomme commun, on nomme le monde, et par catégorie, on regroupe la catégorie chaise, la catégorie lampe, la catégorie tableau, la catégorie lumière, la catégorie rideau, la catégorie veste, la catégorie vêtements, etc. Et tout ce qu'il y a en commun à toutes les sortes de vestes qui existent, qui sont de différentes couleurs, de différentes formes, pour les hommes, pour les femmes, etc. Vous voyez, sont des noms communs. Ils ne sont pas suffisamment singuliers, c'est-à-dire particuliers, pour qu'on leur mette une majuscule, sauf cas exceptionnel, justement, à la différence du nom propre. Et en général, on dit qu'un nom commun, c'est facile de le reconnaître dans une phrase, parce que non seulement il nomme quelque chose, un objet, un lieu, mais en plus, il est précédé d'un déterminant qui le détermine, c'est-à-dire qu'il va dire si c'est du singulier, c'est-à-dire s'il n'y en a qu'un ou plusieurs, ou si c'est du pluriel ou plusieurs, si c'est du masculin, du féminin ou du neutre. Il y a du neutre qui existe dans d'autres langues que le français. En allemand, par exemple, si vous faites de l'allemand, il y a des mots qui sont neutres. On a décidé que ce mot-là, il était ni féminin ni masculin, il était neutre. Voilà. En grec ancien, je ne sais pas s'il y a en grec moderne aussi, mais sans doute que oui, il y a du neutre. Voilà. Il y a différents genres, ce qu'on appelle le genre. Et donc, on lui place un petit mot devant, le, la, un, des, pour être plus logique, le, la, les. Un, une, des, ce, cette, c'est, etc. qui s'appellent des déterminants. Vous voyez, si je m'approche ici, j'ai pris des petites choses pour les enfants. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'est une petite carte qui pourrait servir dans un imagier. Ça aide l'enfant à nommer ce qui est représenté. Qu'est-ce qui est représenté ? Une pomme. Voilà, une pomme. On voit bien qu'un nom va pas sortir comme ça tout seul, dans une phrase, dans un discours. Il va être relié à des choses avant lui. Il va être suivi par des choses après lui qui vont venir le compléter. Ça pourrait être des adjectifs, c'est-à-dire des choses qu'on jette à côté. Jectif, on jette à côté pour les compléter. Une pomme rouge. Une pomme appétissante, une pomme entière, une pomme mûre, c'est adjectif. Et avant, on peut le faire précéder d'un déterminant. Une. En général, les noms communs ont un déterminant. Vous voyez, pour un bûcheron, pareil. On s'attend à ce qu'il y ait un petit mot devant qui s'appelle un déterminant, qui va venir le déterminer, dire s'il y en a un ou plusieurs. Bon, là, il n'y en a qu'un. S'il est grand ou petit, on viendra compléter avec un adjectif. Pareil pour cela, le lait. On voit bien que, hop, il y a quelque chose qui est attendu ici, le lait. Ou la bouteille de lait, un déterminant. Et puis, on pourra compléter ici en disant que c'est du lait frais, du lait cru, du lait pasteurisé au contraire, c'est-à-dire qui a subi tout un processus de cuisson pour éliminer, contrairement au lait cru, toutes les éventuelles bactéries. Voilà. Ou du lait écrémé ou demi-écrémé, ou du lait caillé, qui va faire donc des fromages blancs ou du fromage. Vous voyez, on pourra ajouter plein de choses. On sent bien que, hop, le nom en lui-même, c'est déjà super. Ça sert à nommer ce qui existe autour de nous, mais ça ne suffit pas. Il faut lui adjoindre, lui ajouter devant, derrière des choses qui vont venir le compléter. Il faudra même lui mettre des verbes qui expliqueront, mais il fait quoi le lait? Il fait quoi le bûcheron? Il fait quoi la pomme? Ou qu'est-ce qui va lui arriver à la pomme? Quelle action va lui arriver à la pomme? On va la croquer. Qu'est-ce qui va arriver au lait? On va le boire. Ou on va en faire du fromage. Vous voyez? Donc ça, ce sont des noms communs. En général, un nom commun, on dit qu'il est facile à repérer parce que il est toujours précédé d'un déterminant. Par exemple, le, les.
il est précédé d'un déterminant. C'est pas toujours vrai. Parfois, pour rendre les choses plus simples, on vous fait des grandes règles comme ça en disant le nom commun, il a toujours un déterminant. Le nom propre, il a toujours une majuscule et jamais de déterminant. Mais c'est complètement faux et vous vous en apercevez peu à peu quand votre esprit critique se développe et à ce moment-là vous êtes tout perdu face à cette règle débile qu'on vous a livrée à l'origine. Elle n'est pas débile en ce que l'idée était de vous simplifier les choses au maximum pour que vous puissiez vous repérer, mais elle devient débile en ce qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas complètement vraie, elle n'est pas totalement vraie. Il y a plein d'exceptions, je vais vous montrer. Vous pouvez très bien dire Marcel, le prénom Marcel. Ce Marcel commence à m'énerver. C'est une façon de parler, mais en tout cas vous avez mis un déterminant devant Marcel. Ou le Marcel de Madame Dutu. Par opposition au Marcel de Madame point point. Vous voyez? Vous avez bien mis un déterminant aussi devant, et pourtant c'était un nom propre. C'est encore plus vrai avec les noms propres en géographie. On ne dit pas France, on dit la France. On ne dit pas Maroc, on dit le Maroc. En espagnol, pour le coup, on dira directement, au lieu de dire la France, vous direz Francia, directement, sans article. En portugais aussi, je me souviens plus en italien de mes cours d'italien, je me souviens plus de mes cours de portugais. Oui, on peut Je le sais dire. plus. On peut le dire. En espagnol, si vous mettez un article devant un nom propre en géographie, par exemple, la Francia, c'est parce que vous complétez la Francia del presidente gna gna gna. Vous voyez, vous êtes en train de compléter. Mais si vous parlez de la France tout court, c'est Francia directamente. Oui. Directement. On dit Portugal aussi, oui, oui. Vous dites aussi Oui. Portugal. Mm. Vous dites pas le Portugal. Voilà. Et ben voilà. En français, un nom propre peut donc être précédé d'un déterminant aussi. C'est moins courant, mais ça existe. Il faut le savoir. Donc le critère absolu, c'est pas vraiment ça. Ça c'est juste un petit indice. Il y en a ou il y en a pas. C'est un petit indice, mais c'est pas un indice absolu pour déterminer s'il s'agit d'un nom propre ou d'un nom commun. L'indice absolu, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est quand même relativement qu'on veut nommer en insistant sur sa singularité, c'est-à-dire sa spécificité, son identité vraiment spécifique et propre, d'où nom propre. Ou est-ce que ce qui est important, c'est de savoir nommer ce que c'est, en ayant parfaitement conscience que, en ayant à l'esprit que il y a plein de laits possibles. Il y a du lait de chèvre, il y a du lait d'ânesse, il y a du lait de vache, il y a du lait maternel, il y a du lait cru, il y a du lait... on va pas revenir là-dessus. Donc ce qui nous intéresse, c'est de prendre la catégorie, ce qui est en commun, c'est le lait. On ne cherche pas du tout à le nommer avec un nom particulier. Si on veut le nommer avec un nom particulier, on va lui donner une marque. Par exemple, le lait, hop, je vais inventer une marque pour ne faire de pub à personne, évidemment. Surtout que, bon, l'industrie agroalimentaire, elle n'a pas besoin de mes pubs. Le lait, Lacto Super. Voilà, si je crée une marque de lait un jour, je l'appellerai Lacto Super. Parce que, en latin, lactum, c'est le lait. Lacto Super, le lait Lacto Super. Là, je veux le différencier des autres laits, des autres noms communs. Et donc, je lui donne un nom propre et je mets une majuscule. De même qu'il existe des noms propres qui peuvent de temps en temps être précédés d'un déterminant, il existe des noms communs qui ne sont pas précédés de déterminants. Par exemple, dans notre famille, nous avons un jardin relativement grand, nous avons donc un grand coin de pelouse, bon, profiter avec des chaises longues quand il fait beau, il ne fait pas beau tout le temps chez nous, mais bon bref. Et puis nous avons un coin potager, parce que c'est très important pour nous de produire notre propre nourriture. C'est aussi très éducatif, pour les enfants comme pour les adultes, parce que des fois on fait tout ce qu'il faut et puis ça ne marche pas. Mais en général, quand on fait ce qu'il faut, ça porte du fruit, donc c'est très gratifiant, c'est très important de voir comment les choses
progressent et un jour peuvent porter du fruit et nous nourrir. Et puis nous avons un poulailler. Bon, à la mauvaise saison, comme la partie potagère est complètement en friche, on laisse la grande récré des poules pendant plusieurs mois. Elles peuvent aller où elles veulent dans le jardin. On trouve ça sympa, on voit les poules se balader avec le coq, c'est joli, ça anime le jardin, c'est très mignon. Et puis arrive le printemps, on veut mettre en route notre potager et là il faut absolument que les poules et le coq rentrent dans le poulailler. Parce que sinon ils vont nous bouffer tous nos petits plants au fur et à mesure qu'ils sortent de terre ou qu'on les plante. Donc ça ne va pas. Et donc on se met tous à courir, toute la famille se met à courir après les poules qui courent très vite, entre parenthèses, pour les rabattre vers le poulailler et les enfermer. Et à ce moment-là, il arrive que notre petite dernière s'écrie « Poule, obéis! Coq, que fais-tu ?» Et comme ça nous fait beaucoup rire, nous aussi les adultes ou les plus grands, on se met à dire « Poule, va là-bas! Allez, allez, allez !» Et donc, mais oui, mais il n'y a pas que nous qui sommes un peu... Ça arrive en fait de directement dire poule. Vous voyez, sans déterminant, sans dire la poule. Et même, des fois, on a envie de lui mettre une majuscule parce que c'est presque comme si on en faisait une personne à part entière. Voilà, on la personnifie, comme on dit en français, on en fait une personne. C'est plus simplement une poule parmi d'autres, c'est cette poule-là, et tout à coup, on lui donne un nom, si on ne l'a pas déjà fait. On donne des noms à nos poules, mais bon. Quand certains poussins n'ont pas encore été nommés, on les appelle comme ça, poule, poussin, coq, coquelet. Vous voyez? Et donc ça peut tout à fait arriver qu'un nom commun, c'est rare, mais dans certaines situations, n'est pas de déterminant. Voilà. Je termine la leçon avec le nom. Il peut être commun, il peut être propre, et dans les deux cas, il peut être simple, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un, ou il peut être composé. Je vous donne des exemples de noms communs composés. Un sapeur-pompier, un chauffe-biberon, un sèche-cheveux, un camion-citerne, un bateau-pompe qui va aider les pompiers justement à éteindre des incendies. Vous voyez? Donc, il est composé de deux noms communs. C'est un nom commun composé, en général relié par un trait d'union. Les noms propres aussi peuvent être composés. Par exemple, mon frère s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Vous avez plein de noms propres qui existent et qui sont des noms composés. Marie-Anne, qui d'ailleurs, au fil du temps, est devenu un seul prénom, Marianne. Vous voyez? Marie-Lou, qui parfois s'écrit en un seul mot, Marie-Lou. Marie-Pierre, Marie-Edwige, comme dans le petit Nicolas. Voilà, donc il existe des noms communs simples ou composés, des noms propres simples ou composés. Est-ce que vous avez des questions, chers élèves? Ou est-ce que j'ai été claire? Et est-ce que vous avez compris pourquoi nom s'écrit avec un M à la fin? Qu'est-ce que ça veut dire? Un nom, c'est quelque chose qui sert à nommer le monde. Très bien. Quelle est la différence entre nom commun et nom propre? Et pourquoi on l'appelle propre? Rien à voir avec sale. Propre dans le sens particulier, singulier, spécifique à une personne ou un pays. Pourquoi on appelle commun les autres noms, la majorité des noms? Comment on peut transformer un nom commun des fois en nom propre? Non, poule. Ou en tout cas en nom propre, en nom commun qui n'a pas d'article, pas de déterminant devant. Comment, quand même, en général, on l'a vu avec les petites cartes. Hein? Regardez ma poule là, avec ma petit exemple. Voilà, poule. Là, elle se passe, dans l'exemple que je vous ai cité, elle se passe déterminant. Par contre, elle veut bien être complétée. Hein? Poule grise. Poule casse-pied. Poule embêtante. Vous voyez, elle veut bien. Elle veut bien qu'on continue. Viens ici. Viens un peu que je t'attrape. Vous voyez? Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est qu'un nom commun, propre? Oui? Bon. Alors on fera d'autres leçons plus tard sur d'autres natures de mots, d'autres catégories grammaticales. Les pronoms. Pronoms, ce sont des mots qui viennent à la place du nom, qui viennent
pour nommer, pour remplacer un nom, propre ou commun, peu importe, je, tu, il, etc., pour éviter les répétitions par exemple. On verra le verbe, hein. On verra les adverbes et les adjectifs, qui dans les deux cas sont des aides. C'est pour ça que ce sont des add, pour aider et aussi pour ajouter, Les adjectifs, des adverbes, qu'est-ce que ça apporte au verbe? Qu'est-ce que ça apporte? Un adjectif, littéralement ça veut dire quelque chose qui est jeté à côté de, adjectum. Voilà. Donc on va découvrir ça petit à petit. Vous les avez dans vos leçons, dans vos livrets, les courses et balles, et on va le revoir ensemble au tableau, en vidéo. À bientôt!